Après chaque analyse, j'aime prendre le temps d'une vidéo pour vous donner mes impressions et mes théories sur ce qu'il risque de se passer pour la suite. Des théories qui parfois font mouche comme dernièrement avec l'identité de Madagascar ou encore avec le sacrifice d'Ephraim. Du coup je suis bien obligé de vous prévenir, certaines théories que je vais vous énoncer peuvent vous spoil ce qu'il risque de se passer à l'avenir. En même temps c'est un peu le but de l'exercice, donc s'il vous plaît ne m'en tenez pas rigueur si jamais ça arrive. Au passage on est désormais plus de 2300 membres sur le Discord, merci à tous de faire vivre cet espace communautaire. Grâce à vous, j'ai beaucoup d'enthousiasme à écrire et monter ces vidéos pour partager ma passion autour de Wakfu et son univers. Et pour ça, je tenais à vous le dire, merci infiniment. Bon, les sentiments c'est sympa, mais nous ce qu'on veut c'est des big théories, alors accrochez-vous bien parce que là on va voyager très loin avec celle-ci. C'est parti pour mes impressions et théories après visionnage des épisodes 5 et 6 de la saison 4 de Wakfu. Bon, je préfère commencer avec le négatif, comme ça c'est dit et on ne revient plus dessus, d'autant que ce sont des choses que je comprends et ça reste très mineur comparé aux points positifs que je tire de ces deux épisodes. Tout d'abord, ce plan de Hugo devient un véritable running gag. Il est certes stylé et cool, mais il est sans arrêt réutilisé, ce qui commence petit à petit à me faire grincer des dents, surtout quand je vois Hugo dans les airs car je m'attends fortement à retrouver cette animation. On le sait, la réutilisation des scènes est importante pour bien gérer le budget alloué à l'animation, alors pour cette fois-ci je passe l'éponge dessus, mais j'espère qu'on ne le reverra plus trop à l'avenir quand même. En parlant de l'animation d'ailleurs, je trouve que les plans, les décors, l'atmosphère que les couleurs et l'ambiance font rejaillir sont très bons. Les enjeux se font bien ressentir et on sent le poids de la menace des Necroms. Côté combat, il y a des moments vraiment excellents, mais mon moment préféré restera celui de Killby à la fin de l'épisode 6, un véritable régal qui me font de plus en plus aimer ce nouveau Killby, un Killby qui semble bien plus coopératif que je ne l'aurais imaginé en début de saison. Un autre moment me fait un peu grincer des dents, c'est le fait que Chibi et Grugal d'une part n'ont pas grandi, alors que normalement Chibi et Grugal ont l'âge de Hugo lorsqu'on les découvre dans la saison 1, surtout Grugal aura Gran qui devrait avoir une apparence un peu similaire à celle d'Adamai qui me semble bien plus âgée que celle de Grugal dans cette saison 4. Passons ce détail qui n'est pas forcément important, il y a autre chose qui me chagrine, c'est le fait que Hugo n'ait pas pensé à prendre ses frères pour réunir encore davantage la famille et présenter Chibi et Grugal à leur véritable mère. Juste l'instant d'un petit dialogue avec les yeux de Chibi qui brillent avant qu'il n'ait le cœur brisé de laisser son père adoptif seul et décide de finalement retourner avec Alibert à MLK. Juste ça, ça m'aurait suffi. Ça aurait donné davantage d'indices sur le jeune homme qui est devenu Chibi et ça m'aurait totalement suffi en plus de me réchauffer le cœur. Pareil pour Glip et Balthazar qui devraient être avec les enfants dans la nébuleuse de la grande déesse. C'est dommage de ne pas avoir fait un simple plan sur eux endormis. Bon voilà, après c'était les seuls deux petits trucs qui tournaient dans ma tête et j'aurais été malhonnête de pas en parler, bien que je comprends que d'une part il faut faire des choix dans le budget qu'on met sur l'animation et que d'autre part il y a déjà beaucoup de personnages développés dans cette saison. Ceci étant dit, tout le reste commence à sérieusement me hype comme rarement j'ai été hype devant Wakfu. Les enjeux n'ont jamais été aussi bien amenés, les Necroms sont intuables et même Adamai Sidofus n'y fait rien. Il se fait enfermer dans une sorte de prison de stasis par excès de confiance, une prison capable d'enfermer et drainer le Wakfu d'être encore plus fort qu'un utilisateur des Sidofus d'après les dires des Necroms. De ces paroles vont naître ma théorie, mais avant ça j'aimerais revenir sur Tristepin. Madagascar, qui est le père d'Evangeline, est venu voir les Persodal, finalement non pas pour rachat, mais pour Tristepin, pour l'écarter de sa femme et ses enfants, car d'après lui, sa nature met et mettra à l'avenir sa famille en danger. Madagascar qui d'ailleurs semble tout savoir. Il connaît tous les noms de tout le monde, même de Flopin et Eleli alors qu'il a pris une retraite d'une vingtaine d'années où il était emprisonné parce qu'il le voulait bien par des gardes bantariens. C'est simple, pour moi Madagascar a un pouvoir d'omniscience. Il sait tout, il voit tout et peut même voir à l'avenir où se trouveront ses ennemis, d'où la scène avec les cailloux qu'il jette la veille avant qu'il ne tombe le lendemain sur les gardes qui vont lui barrer la route. S'il a ce don comme je l'imagine, il sait pour les Necroms et sur ce qu'il risque d'arriver à sa famille. Tristepin est toujours et restera à jamais le dieu Yop. Même s'il a remis ses pouvoirs à Gulthard, on le voit avec Racha qui a ciblé directement Tristepin comme étant le dieu Yop, même si Gulthard lui a répondu que c'était lui désormais. Il ne s'est pas laissé berner et a compris qui étaient les enfants du dieu Yop et qui était le vrai dieu Yop. Alors j'en viens à quelque chose de fort pour moi. Les Necroms ont pour but de prendre le Wakfu facile à collecter pour se renforcer, dans le but de prendre le Wakfu d'être vivant puissant. Et qui de plus fort que les dieux eux-mêmes? À mon sens, les Necroms visent les dieux, et ce qui me conforte dans cette
petite idée, c'est que certains nécromes ont pris l'allure des disciples de Sadida, de sa crieur, et ce qui semble être des fécas au vu du bouclier qu'ils ont invoqué pour emprisonner Adamaï. Tristepin du coup a de grandes chances d'être une cible, et je pense comprendre maintenant pourquoi il a été rendu très bête dans les premiers épisodes. Sa bêtise a mené à ce que son fils Pain soit possédé par Racha, quelque chose qui servira les propos de Madagascar quand il pointera le danger que représente Tristepin pour sa famille, bien qu'en réalité il doit bien savoir que Tristepin est une âme pure et qu'il est dévoué aux siens. Dans le fond, il ne mérite pas ça, Pipoun, mais son passé semble inéluctablement le mettre lui et ses proches en danger. Des nécromes qui, des dires de la déesse Héliatrope, ne peuvent plus revenir au cycle de la vie une fois néchromisés. Fini les réincarnations et les résurrections. D'ailleurs, il semble aussi être insensible à tout. Même Adamaï avec les Sidophus n'arrive pas à en venir à bout, les Héliatropes n'y arrivent pas non plus, amputés d'une grande partie de leur force, en s'efforçant de ne pas utiliser leur Wakfu, et de toute manière, les nécromes semblent bien trop nombreux pour qu'ils puissent faire quelque chose à eux seuls. À mon sens, ils sont obligés de refaire une réunion avec les dirigeants pour s'organiser et trouver des solutions à l'échelle mondiale pour pouvoir vaincre les nécromes. À l'époque, je pensais sincèrement que cette discussion aurait eu lieu avec la grande déesse, mais l'histoire étant ce qu'elle est, la déesse est complètement sous le coup de son traumatisme, au point de vouloir s'enfuir, ce qui la décrédibilise totalement. Pour tenir de nouveau ce dialogue, j'imagine que cette fois-ci ce sera Hugo qui mènera les négociations, bien mieux placé que la grande déesse pour parler et convaincre les Douziens, vu qu'il a toujours été lui-même un Douzien préoccupé par le sort de cette planète. Une solution qui pourrait venir des Persodal d'ailleurs, vu que le Wakfu ne peut pas être utilisé, l'énergie des démons tels que Racha pourrait eux fonctionner sur les nécromes, ou bien encore celui de Rubilax et Tristepin. Bien entendu, la stasis dont l'Empire Suffoquin a la maîtrise militaire pourrait donner une arme forte aux Douziens pour pouvoir repousser les nécromes. Bon, ceci étant dit, j'en viens à ma big théorie. Comme on le sait désormais, Nora et Ephraim sont venus au secours de la grande déesse dans le Nécromonde. Une mission qui s'est soldée par le sacrifice d'Ephraim pour que Nora et la grande déesse puissent s'enfuir. Ces dires-là rendent le tome 4 de Wakfu plus canon, car le manga lui raconte que Nora supplie la grande déesse d'intervenir pour les sauver des mécasmes. Une supplique qui fait sortir leur mère du Nécromonde d'elle-même pour éradiquer toute trace de vie sur le monde. Cette version-là est désormais morte. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le mécasme Orgonax a éradiqué les Héliatropes en les retrouvant sur le monde des 12, bien avant qu'ils soient découverts par les dieux. Tout cela à cause de Kilby qui a réactivé l'Héliacube pour qu'Orgonax les retrouve et les tue. De là, on peut tout simplement supposer que les Héliatropes primordiaux ont simplement réussi à se débarrasser d'Orgonax avant que chacun ne se terre dans un coin du monde. Balthazar a Emrub pour veiller sur les enfants, Chibi et Grugal se sont cachés sur l'île d'Oma pour protéger le Dofus de Hugo et Adamaï ainsi que l'Héliacube, Faeris sur l'île des Griffes Pourpres pour veiller sur le Dofus de Kilby et Shinonome, et Nora et Ephraim sont partis à la recherche du Nécromonde pour délivrer leur mère. Le souci c'est les mécasmes, qu'est-il alors advenu d'eux? On sait que c'est un peuple nomade qui collecte le Wakfu sur chaque planète pour en créer une énergie formidable par lequel ils voyagent à travers le cosmos. Le souci c'est que les dieux se sont tirés une balle mortelle en bannissant la grande déesse dans le Nécromonde. À cause de ça, Tauros a réussi à tirer une grande partie du Wakfu de la grande déesse, un Wakfu qui rend sa magie des portails inutile sur eux. Pire même, ils sont désormais capables de créer des portails pour sortir de ce lieu mort afin de manger la vie là où elle se trouve. En quête de Wakfu, forcément maintenant que les nécromes peuvent se balader à travers le cosmos, ils ont dû tomber sur les mécasmes qui ont cette faculté prodigieuse de décupler le Wakfu qu'ils absorbent. Voilà les fameux ennemis bien plus forts qu'un dragon avec les Sidophus que les nécromes ont battus. Quand on sait que le plus jeune des mécasmes a réussi à abattre tous les Héliatropes à lui seul, cette phrase contenue les nécromes avec Adamaï prendrait sens. Des ennemis qui ont dû leur donner une force remarquable pour se lancer à l'assaut du panthéon des dieux, l'Inglorium. Entre-temps, un survivant du peuple des mécasmes a dû échapper à ce désastre. Son nom c'est Locus, et lui aussi aura des comptes à régler avec les nécromes. Des nécromes qui sont désormais dans l'Inglorium et leur objectif comme d'habitude est simple, drainer un maximum de Wakfu. Grâce aux Wakfu collectés sur les mécasmes, ils ont dû forcer les dieux à battre en retraite et à se reclure chacun sur sa dimension ou sur le monde des 12. Une bataille dans laquelle le dieu Sadida, sa crieur et Feka auraient pu être faits prisonniers. Désormais captifs, les nécromes peuvent prendre leur apparence ainsi qu'une partie de leur pouvoir, expliquant pourquoi seules ces trois ethnies sont impactées. Un champ de bataille qui a dû certainement attirer l'attention de Locus, qui ne peut ressentir le Wakfu des nécromes pour les localiser, mais qui a sûrement dû sentir celui des dieux lorsqu'ils se battaient. Bien plus tard, une fois arrivé sur l'Inglorium, il s'établit devant la seule structure qui semble intacte, le temple Héliatrope, qui désormais abrite la déesse Héliatrope, délivrée des mains de Tauros grâce à Ephraim. Locus stationne alors devant,
dans l'espoir que les Necroms reviennent s'en prendre à la grande déesse pour son Wakfu, attendant sagement là que la moindre menace pointe le bout de son nez pour pouvoir se venger. Entre-temps, Yugo et sa bande vont forcément entrer dans le Necromonde par les portails qu'Adamai a découverts. Ils feront alors la connaissance de Tauros Mordal et je ne vois aucun monde où ils arrivent à en venir à bout. Je soupçonne ce leak d'être une scène où l'on voit Tauros prendre le Wakfu de Yugo, avec ce fameux dialogue qui nous a été dévoilé par Thoth. Tu dois savoir Yugo, tu dois savoir que je ne prends aucun plaisir à tout cela. Une scène forte qui me donne l'impression que Yugo va être capturé par Tauros pour vivre à son tour ce que sa mère a vécu. Des tortures au-delà de l'imaginable. Des tortures qui vont réveiller le côté sombre de Yugo, tout comme son frère Chibi lorsqu'il a subi les tortures mentales d'Aton dans l'OAV d'Oropo, au point de changer la nature même de son énergie et déferler uniquement de la destruction, uniquement de la stasis. Quelque chose qui pourrait fonctionner d'ailleurs contre les Necroms, et il y a de grandes chances que son sabre de stasis naisse de tout ça. Nora ayant déjà perdu un frère en le laissant se sacrifier face à Tauros, va certainement culpabiliser et faire l'impossible pour sauver son frère, pour sauver son roi. Un sacrifice de rédemption pour elle car je la soupçonne d'être de mèche avec son frère Ephrim, en facilitant le trajet des Necroms grâce à ses portails. Yugo alors de retour sur le temple Héliatrope devra forcément trouver de quoi réussir à vaincre Tauros. Il trouvera alors Locus qui va probablement donner son cœur à Yugo à la toute fin pour qu'il puisse venger les mécasmes à sa place en venant à bout du terrible Tauros Mordal. Voilà pour ma big théorie. Bon, forcément, elle ne sera pas à 100% comme ça, mais je suis confiant dans les grandes lignes. Ça pourrait amener un sens fort au thème principal tourné vers les responsabilités, surtout sur la responsabilité des dieux qui ont enfermé la grande déesse dans le Necromonde entre les mains de l'entité la plus maléfique qui soit. Une responsabilité envers leur monde et leur création qu'ils laissent à l'abandon. Une responsabilité dont il faudra se montrer à la hauteur quand le moment l'exigera. En tout cas, sincèrement, ça me régale de partager ça avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et encore plus que d'ordinaire, j'ai vraiment hâte de vous lire. Allez, en attendant, il est temps pour moi de me reposer. C'était Zaki pour vous servir. Ciao.